amis, la matinale Tocsin. Merci à tous d'être là et merci à ceux qui viennent d'arriver ce matin. Je reçois Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Eh bien, ça va bien, Nicolas Vidal. Je résiste, je survis, je Eh me ben, bats. effectivement. Oui, parce que alors on vous voit hein, bien entendu, hein, vous apparaissez dans pas mal de médias, mais vous avez subi des attaques ces derniers jours, notamment sur ce fameux train fou, et vous avez dû faire une vidéo notamment sur cette réunion dans ce train avec Emmanuel Macron et le fameux objet qu'il a remis dans sa poche. Vous avez été beaucoup attaqué, Nicolas, comme d'autres, mais l'Élysée a été très dur, notamment hein, en considérant les ennemis de la France qui essayaient d'aller saper les fondations de l'unité européenne, de la défense contre la méchante Russie. Écoutez, j'ai eu l'honneur moi qui suis boycotté par France Télévisions depuis 2 ans, Ouais. j'ai eu l'honneur d'avoir 4 minutes au JT de France 2. Et vous retrouverez sur mon compte Twitter, Ouais. X, il faut le voir pour le croire. Un espèce de sujet délirant, l'œil. Nous allons analyser comment la complosphère d'extrême droite a répandu dans le monde entier cette affaire du mouchoir contre le pauvre président de la République. Enfin, c'était tellement délirant. Mais finalement, tous les médias s'y sont mis. Ce qui était intéressant au-delà de l'affaire, pour moi, ça veut dire 2 choses. La première, c'est que si vous reprenez tous les sujets qui ont été faits par les médias français, LCI, BFM, France 2, c'est les mêmes mots au même moment, au même instant, dans les 2 minutes. C'est-à-dire que Quotidien, Barthès, c'est-à-dire que RTL, tous ont récité un script en 2 minutes disant exactement la même chose. C'est-à-dire, regardez ces abrutis, c'était un pauvre mouchoir, le pauvre président, un mouchoir, et puis la complosphère d'extrême droite, et puis Moscou derrière. Bon. Donc ça, c'est premièrement intéressant sur l'état de délabrement total de nos médias. Total. C'est-à-dire plus personne ne peut les croire. Ils auraient pu très bien faire des sujets, d'ailleurs, intelligents, en disant il y a eu dans le monde entier des vidéos accusant le président de la République d'avoir de la cocaïne sur sa table. L'Élysée a démenti en disant que c'était un mouchoir. Voilà, chacun est libre de juger, mais enfin, voilà, ça fait un scandale. Voilà. Enfin, ils pouvaient faire un truc un peu intelligent. Non, non, Ouais. c'était Dupont-Aignan, le salaud d'extrême droite, etc. Bon. Deuxième point, au-delà de l'affaire quand même grave, parce que moi je suis désolé, je n'ai posé qu'une question. J'ai fait un tweet dimanche, qui était en plus pas un tweet insultant. Je disais, pour la grandeur, la crédibilité, pardon, pour la crédibilité de la France, il est important de savoir, en citation d'un autre tweet. Donc j'ai pas recité des tweets délirants, j'ai pas dit salaud de Macron, il consomme de la cocaïne. J'ai dit pour la crédibilité de la France, il est important de savoir. Eh bien, le seul fait de poser la question, vous êtes un ennemi de la France. Ça rappelle quelque chose, c'est Vichy. Sous Pétain, ceux qui n'étaient pas d'accord avec Pétain étaient des ennemis de la France. Donc, c'est terrible hein, ce qui se passe. Et puis, troisième point important quand même, et peut-être le plus important, ce qu'ils n'ont pas compris, d'ailleurs ils sont stupides, parce qu'ils ont rediffusé la vidéo. Or, ce qui va être choquant dans la vidéo, outre ce qu'il y a sur la table, ou ce qu'il peut y avoir sur la table, c'est le ton rigolard, style copain partant en vacances en Espagne, alors qu'ils revenaient de Kiev ou qu'ils allaient à Kiev, où il y a eu 1 million de victimes. Donc je veux dire que ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, je crois, dans leur petite tête, c'est le caractère insupportable de cette tragicomédie et de ces hommes qui se disent des hommes d'État et qui en fait jouent avec la vie des uns, des autres, qui jouent à la guerre et qui d'ailleurs font prendre des risques colossaux à la France. Et puis même jettent la Russie dans les bras de la Chine, font la plus grave erreur géopolitique de l'histoire. Enfin bref, et ils n'ont pas compris en fait, je crois. Et vous avez des journalistes qui sont des ânes du service public qui ont répété ça. Enfin c'est affligeant pour notre pays. Au-delà de l'attaque contre moi, moi je m'en fiche, hein, j'en ai eu d'autres. Et en plus, je me permets d'ajouter, hein, parce que j'ai suivi le traitement journalistique de cette vidéo, parce que je l'ai vu rapidement dimanche,
C'est-à-dire qu'aucun média de ceux que vous citez n'ont réagi avant même, ou du moins dans les heures qui ont précédé ou suivi le communiqué de presse de l'Élysée. C'est intéressant parce qu'à part Libération qui est monté au créneau immédiatement le dimanche après l'après-midi, les autres ont entendu. Pourtant, la vidéo tournée dans toutes les rédactions. Il faut que nos amis soient très au courant de tout ça. Mais je voulais qu'on en reparle parce qu'au-delà de tout ça, il y a tout de même dans notre tweet de l'Élysée, on reparlera des ennemis de la France parce que c'est quand même grave, à mon sens, d'avoir des mots comme ça. C'est surtout que l'Élysée commence en disant quand l'unité européenne dérange. Sous-entendu, vous faites des fake news parce que l'unité européenne dérange et on le voit avec Keir Starmer, on le voit avec Friedrich Merz et Emmanuel Macron, vous l'avez dit, avec des polos à capuche comme des bons copains. L'unité européenne dérange tellement que certains essayent de trouver des fake news à cette situation un peu plus que cocasse, même désastreuse en termes de diplomatie. Non, mais c'est surtout très grave parce que d'abord, si on reprend sur le fond, il n'y a pas d'unité européenne. D'ailleurs, c'est curieux, ils ont passé leur vie à accabler la Grande-Bretagne qui a fait le Brexit, et là, tout d'un coup, Starmer, c'est le génie des Carpates. Bon, donc, c'est complètement débile. Donc, unité européenne, il y avait la France et l'Allemagne, point, de l'Union européenne. Bon, où étaient passés les autres? Ils ont disparu. Bon, bien sûr, ils ne veulent pas aller faire les pitres dans un train pour soutenir Zelensky. Bon, ils ne sont pas fous. Donc, premier point, la fameuse coalition des volontaires, elle finit en ruine. Deuxième point, ils étaient grotesques sur leur canapé à téléphoner à Trump comme des gamins. C'est pathétique, c'est pathétique. Au moins, ils ont. C'est-à-dire, ce qui est terrible, si on y réfléchit avec un peu de recul, c'est qu'ils n'ont même pas le courage d'assumer leur position. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis en total désaccord avec sa politique. Mais s'ils mènent cette politique, bah, qu'ils la mènent jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les moyens. Ils sont des clowns. Donc, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'ils n'ont même pas on n'a même pas de respect pour eux. Ils nous font honte et ils nous font peur. Et ils ne se rendent pas compte. Et d'ailleurs, l'émission qu'il y a eu sur TF1 mardi soir on va en parler. était intéressante. Était un peu en somme. Enfin, j'avais vraiment envie d'aller me coucher. Donc, je me suis forcé pour que j'ai coupé de temps en temps, j'en pouvais plus, mais j'ai quand même écouté jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout, j'ai coupé avant la fin. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, au début, c'est le fou furieux de Darius Rogemin, mais il est dingue celui-là, qui, avec des images de guerre derrière, qui ont joué la dramatisation à outrance, mais Macron est revenu un pas en arrière. Il a été très modéré. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est dans une impasse totale. Parce que je pense que Darius Rogemin et TF1 ont été surpris de voir finalement qu'il était en deçà. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que tout se fait sans lui, qu'il n'a ni les moyens, ni le soutien des États-Unis, et qu'il est dans une impasse totale. Donc, on est dans de l'habillage. C'est terrible. Mais malgré tout, il y a des décisions graves qui se prennent. La décision de vendredi sur le traité signé avec la Pologne, qui est un scandale absolu. Le mensonge éhonté qu'il a repris mardi soir en disant que le général de Gaulle avait toujours eu une composante européenne dans la dissuasion française. C'est totalement faux. Le général de Gaulle a fait la dissuasion française pour sortir de l'OTAN. Justement, ne pas avoir de composante européenne. Et tout le principe du général gallois, qui est le concepteur de la force de dissuasion, qui a écrit des livres fabuleux, qui était un homme extraordinaire, le général gallois a toujours exprimé en disant la force de dissuasion, c'est la condition d'une politique étrangère libre, indépendante et de la sanctuarisation du territoire national. Dans l'esprit du général de Gaulle, jamais la Pologne, l'Allemagne, personne n'est. L'intérêt de ces pays ne peut pas être dans les intérêts vitaux, puisque le principe même de la force de dissuasion, c'est que l'intérêt vital n'est que l'intérêt français. Là, pour le coup, Darius Rogemin a posé une question assez intelligente. Il a dit, mais alors, monsieur le président, ça veut dire que vous êtes prêt à risquer la ville de Lyon pour la ville de Varsovie. Et là, il a été intelligent, Rogemin. Et là, Macron n'a rien répondu, parce qu'on voyait bien la limite de sa position. C'est que oui, si on va à la logique de l'accord franco-polonais signé à Nancy vendredi, et des déclarations de Macron, il est prêt à risquer la ville de Paris pour la ville de Varsovie. Ce qui est complètement dément. Dément. Parce que ça veut dire qu'on peut être entraîné dans la guerre. Mais bien sûr, pourtant l'Élysée, vous l'avez vu, Nicolas Dupont-Aignan, notamment cette vidéo qui est tournée, une espèce de clip à la Netflix où on voit Emmanuel Macron en bras de chemise. Là aussi,
il y a une communication autour de ça qui est absolument délirante par rapport à ça. On voit bien qu'il y a manifestement quelqu'un qui ne fait que communiquer, comme c'est le cas de l'Élysée, hein, concrètement. Ben, c'est surtout, je pense, qu'il se croit très malin. Mm. Cette vidéo, elle est folle. Dans un train, il est suspendu d'ailleurs, vous avez vu, il est Oui, suspendu au plafond du train. il y avait la musique, hein. Euh, Il y avait la musique derrière. Hein. Ah, il y avait la musique, j'ai pas vu. Ah oui, oui, je vous assure. Oui, Non, oui, mais oui. on est Ouais. chez les fous. On est Mm. chez les fous. Mais le problème, c'est qu'ils gouvernent. Ouais. Le problème, c'est que ils donnent nos milliards de nos impôts. 15 milliards pour l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il veut faire entrer l'Ukraine dans l'UE, dans l'Union européenne, avec la ruine définitive de notre agriculture. Le problème, c'est qu'il soutient un régime corrompu qui n'est pas élu. Enfin, c'est quand même incroyable. Tous ces types qui parlent de démocratie toute la journée soutiennent Zelensky qui a décalé l'élection présidentielle, qui a décalé l'élection du Parlement. Mais et si on dit ça, on est un agent russe, c'est insupportable. Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué que le 9 mai à Moscou, où nous aurions dû être, il y avait Lula, le président du Brésil. Il y avait Pas non Fico plus aussi, Robert pro-russe. Fico de Slovaquie. Il Ouais, y avait le notamment. président slovaque, mais il y avait Mm. des grandes puissances. Oui. Donc, quel gâchis. Moi, je vais vous dire, ce qui me fait beaucoup de peine dans ce qui se passe Mm. aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange d'absence de culture historique et diplomatique. Il y a un mélange, c'est mélangé avec une soif de pouvoir, parce qu'en fait, Macron est complètement perdu sur le plan intérieur et il se raccroche à ça pour exister. Et tout ça avec la vie des soldats ukrainiens. Et tous ces gens se disent qu'ils vont soutenir les Ukrainiens. Mais ils ne les soutiennent pas, ils les poussent à la mort. Et ils ne sont même pas foutus d'aller les aider. Parce que les généraux là, qui sont à la télé toute la journée, pourquoi ils ne partent pas en Ukraine? Mais enfin, il y a un moment, il faut être cohérent. Donc c'est indigne pour les Ukrainiens qui souffrent. Contrairement à ce qu'ils disent, je ne suis pas pro-russe. J'ai toujours demandé un plan équilibré. C'est indigne, on est sali tout le temps. Donc moi j'attaque en diffamation quand même France 2, parce que j'ai pas envie de me faire traiter d'extrême droite. Je suis pas d'extrême droite. Il y a des gens qui sont d'extrême droite, mais moi je suis pas d'extrême droite. J'ai jamais été d'extrême droite. Je suis gaulliste et j'en ai marre d'être traîné dans la boue devant 6 millions de téléspectateurs. Ça suffit. Donc il faut pas les lâcher maintenant. En tout cas, voilà, la plainte, vous avez porté plainte là-dessus. C'est intéressant, je voulais qu'on reparle du traité de Nancy, notamment avec la mise à disposition, parce que c'est ça dont il est question, de l'arme nucléaire, probablement à la Pologne. Ça avait été d'ailleurs le cas, rappelez-vous, Nicolas Dupont-Aignan, notamment le traité d'Aix-la-Chapelle, hein, qui avait été signé avec Angela Merkel sous l'obédience de Donald Tusk, notamment le Polonais qui était là. À un moment donné, j'ai du mal à comprendre qu'une décision aussi importante ne fasse, d'une part, pas la une des médias, et d'autre part, ne crée pas à un moment donné un trouble ou du moins un grand trouble dans l'opposition politique. Chez certains qui, à un moment donné, ont apparemment l'amour de la France chevillé au corps ou du moins à la cheville. Là, quand même, c'est gravissime, le traité de Nancy tout de même pour notre souveraineté. C'est pas vous que je vais l'apprendre. Hein. Alors, il y a trois choses très graves. D'abord, la première, vous avez raison, il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle, avec ce qu'ils appellent, pour que les gens comprennent bien, ce sont des traités de défense mutuelle. Ouais. Alors, pourquoi pas un traité de défense mutuelle qui donne corps à l'article 5 de l'OTAN, s'il y en a un qui est attaqué, l'autre le défend. Mais jusqu'à maintenant, soyons précis, ces traités étaient des traités de défense et de coopération militaire conventionnels. Conventionnels. C'est-à-dire, voilà, on s'échange des chars, des avions, des machins. Bon. Là, ce qui a changé avec Aix-la-Chapelle et qui n'a pas été dit à l'époque, et qui est remis dans le traité avec la Pologne. Et le traité avec la Pologne est d'une nature différente parce que c'est un pays qui n'est pas limitrophe de la France, alors que l'Allemagne est limitrophe. Et ce qui est marqué, c'est avec tous les moyens dont disposent les pays. Ça veut dire quoi? Tous les moyens militaires. Dans les moyens militaires, il y a la force de dissuasion nucléaire. Donc ce n'est pas écrit, mais c'est écrit. Ce n'est pas affiché, mais c'est écrit. Et ça veut dire, et ce qui est nouveau aussi, c'est que Emmanuel Macron, en arrivant à Nancy, j'ai pris le petit extrait, il y avait l'Est républicain sur le site, il parlait avant d'arriver, et puis après, il l'a dit dans sa conférence de presse. Mais dès le début, il a dit ce mensonge, et c'est très, très malin de sa part, parce qu'attention, il est retors, et il est malin. Il a dit, la force de dissuasion nucléaire française a toujours eu une composante européenne, même du temps du général de Gaulle, donc ça c'est complètement délirant, faux,
complètement faux. Même François Mitterrand l'a toujours refusé. Et ce faisant, eh bien, moi, je ne fais que continuer ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Et les intérêts, et là, il a eu cette phrase, les intérêts de la Pologne font partie des intérêts vitaux de la France. Donc, si on ajoute la phrase, ça a toujours existé. Les intérêts de la Pologne font partie des intérêts vitaux de la France. Et le traité s'est écrit tous les moyens militaires. Bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de fait, la force de dissuasion nucléaire est partagée. Mais le pire est à venir. Le pire, c'est quoi? Là, on en est au point où c'est que le président français qui décide. D'ailleurs, entre nous, Salvini a eu raison en Italie de dire « moi, ça me fait peur. J'ai pas envie d'être protégé par Macron. » Bon. Mais c'est que le président français qui décide. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Macron à TF1 mardi. Il a dit « mais c'est la France qui décide, donc je vois pas où est le problème. » Bon. Sauf qu'il y a des négociations qui ont été avouées par Barrot, ministre des Affaires étrangères, récemment, avec l'Allemagne, pour faire payer l'Allemagne. Et si l'Allemagne paye, vous croyez que l'Allemagne ne va pas demander une codécision? Donc, ça veut dire qu'on est dans un processus de fédéralisation de la force de dissuasion française. Fédéralisation. Qui est encore beaucoup plus grave que ce que je viens de décrire. Parce que là, à la rigueur, il y a un nouveau président de la République. Moi, j'arrive, je dis les intérêts vitaux de la France, c'est la France. Point. Ce qui n'interdit pas des coopérations avec nos amis polonais, allemands, sur le plan conventionnel. Bon, point. Ça, c'est automatique. Donc, mais en revanche, le jour où l'Allemagne s'engage à donner, par exemple, 10 milliards à la France, qui seront présentés par les médias comme le cadeau du siècle, les Allemands tellement généreux, alors qu'on a payé depuis 1960 des fortunes. Eh bien, on nous dira « Ah mais oui, mais il y a un comité de défense. » Et vous avez vu qu'il a annoncé avec Friedrich Merz, il a annoncé avec Friedrich Merz, là, quand Merz est venu lui donner des ordres sur le Mercosur, il a annoncé quelque chose, Macron. Et personne n'en a parlé. Il a annoncé un conseil de défense franco-allemand de nature différente d'avant. Donc, toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour un coup d'État fédéral sur la défense, qui a toujours été refusé par la France, la CED en 1954, et qui a été refusé par Dominique de Villepin et Jacques Chirac quand ils ont refusé d'envoyer des soldats français mourir en Irak. Les deux coups d'État tentés pour faire l'Europe de la défense contre la vie de la France, ça a été 1954 et la guerre d'Irak. Et vous voyez bien que là, ils reviennent à la charge parce qu'ils savent que s'ils créent une Europe fédérale de la défense, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire qu'on envoie nos enfants mourir pour des causes décidées par Van der Leyen. Non, mais c'est tellement important. Parce que j'entends tous les journaleux, pardonnez-moi, mais je les appelle comme ça, ceux-là, parce que ce n'est pas des vrais journalistes comme vous, ne rien comprendre. En fait, ils n'ont rien compris. C'est même pas qu'ils soient pour Macron, c'est qu'ils n'ont rien compris. Non, mais ils lisent pas les traités déjà, Nicolas Dupont-Aignan. Donc, imaginez, mais déjà, ils savent pas tous, mais ils les lisent pas beaucoup, les traités, quand même. Ils ne savent pas, ils ne savaient même pas que l'Ukraine est indépendante depuis 91. Donc, je veux dire, que depuis 91. Donc, bon, enfin, c'est n'importe quoi. On est dans l'inculture totale. Sauf que la difficulté de l'inculture, c'est que les autres États ont de la culture. C'est que les autres chefs d'État sont très cultivés de tous les pays, même tous les pays. Japonais, africains, Moyen-Orient. Vous avez des gens cultivés à la tête de ces États, qui ont des logiques nationales, historiques, qui portent une nation. Patriotes, alors. Patriotes. Patriotes. Voilà, patriotes. Ils défendent les intérêts de leur pays, quoi. Oui, et puis surtout, mais au-delà de défendre les intérêts de leur pays, au-delà... le général de Gaulle défendait l'intérêt de la France, mais avait une vision du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Moi, je n'ai pas un patriotisme, comment dire, je ne suis pas nationaliste. Je pense que la différence justement entre la nation et l'empire, c'est que la nation, on sait s'arrêter avant d'aller trop loin. C'est-à-dire que, mais ils ne comprennent même pas ça. Par exemple, moi, je vous le dis très clairement, je comprends que les gens disent l'Ukraine devrait avoir tout, mais compte tenu du contexte historique, je pense qu'un statut autrichien pour l'Ukraine serait parfait et aurait évité 1 million de victimes.
Bon. Alors, bien sûr que ce n'est pas une souveraineté aussi entière. L'Autriche n'a pas la même souveraineté que la France. Bon, mais il y a des contextes historiques. Et il eût été quand même plus avantageux pour l'Ukraine d'accepter de ne pas rentrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, d'accepter une démilitarisation avec une protection de l'OTAN, entre guillemets, si les Russes allaient trop loin, à l'inverse. Mais il y avait un équilibre à trouver. Et les Russes, ils ne demandaient rien de plus, dès le départ, rien de plus. Ils veulent simplement que l'Ukraine, qui est comme notre Alsace-Lorraine de chez nous, reste une zone non OTAN, qui ne mettent pas des missiles sur eux, comme Kennedy ne voulait pas que Cuba abrite des missiles russes. Si on n'est même pas capable de comprendre ça historiquement, bien sûr que ça peut être choquant pour les Ukrainiens. Moi, je comprends aussi que des Ukrainiens disent oui, mais monsieur Dupont-Aignan, en fait, vous nous donnez une souveraineté limitée, la neutralité et tout. Mais je dis oui, mais vous êtes indépendant depuis 40 ans, un peu plus. Non, même pas, 91, ça fait quoi? Bon, même pas. Même pas. Vous devez conquérir votre indépendance, la fortifier, bâtir un État. C'est très compliqué pour l'Ukraine. Donc, on les a conduits à une folie. Ils ont perdu 20 millions d'habitants. 10 millions sont repartis en Russie, 10 millions en Occident. Mais, donc, on a des gens sans culture, sans dimension historique, qui font que des conneries, pardonnez-moi. Des conneries, mais gigantesques. Pousser. Les cérémonies du 9 mai étaient très intéressantes à Moscou. Moi, je vais vous dire la vérité, je devais y aller. D'accord. Je devais y aller. J'étais invité par la Douma. Et puis, j'ai pas voulu y aller parce que, je vais vous dire, je me suis dit, si j'y vais, ils vont instrumentaliser ça matin, midi et soir, que j'allais être l'agent russe, machin, et que je suis plus utile où je suis, parce que je suis impartial. Et que je ne veux pas être dans un camp, dans un autre. Et je ne veux pas tomber dans ce piège. Mais la place de la France, et j'aurais aimé y être le 9. Et ça ne voulait pas dire qu'on était d'accord avec Poutine sur tout. Et vous imaginez le contresens historique, mais j'insiste là-dessus parce que vous imaginez que le 9, il y avait à Moscou la Chine, le Brésil, tous les pays du monde, et qu'on est en train de pousser la Russie à un état de dépendance vis-à-vis de la Chine. Comme nous, on est dans un état de dépendance vis-à-vis des Américains. Alors que, historiquement, on a tout à faire entre l'Atlantique et l'Oural avec la Russie. Et que c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'éviter l'impérialisme russe. Parce que si la Russie avait été arrimée à l'Europe, on aurait une puissance fabuleuse. Mais vous imaginez la puissance de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Pologne et de la Russie. C'est fabuleux. Et ça permettait de compter au XXIe siècle. Donc, bien évidemment, ni la Chine, ni les Américains ne veulent que l'Europe existe. Et c'est moi qu'on traite d'anti-européen. C'est un con. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette analyse-là, et une nouvelle fois, c'est toujours bien de l'entendre. Là-dessus, je voudrais qu'on revienne à ça. L'opposition politique, de l'opposition politique en France? Je sais que vous êtes très dur. Ah, mais il n'y a plus rien. Concrètement, notamment sur le traité de Nancy. Je me dis quand même, il y a des députés, Je ne sais même pas si Marine Le Pen a réagi, je n'ai pas vu. Je ne crois pas. Alors, je ne vais pas m'avancer, mais il faut le regarder. On va regarder immédiatement. Non, mais j'ai regardé, je ne sais pas. Je n'ai pas vu Bardella réagir. Je n'ai pas vu Ciotti réagir, mais peut-être que je me trompe. Vérifiez. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. C'est que j'étais le seul député à voter contre l'accord militaire franco-ukrainien du côté droit de l'hémicycle. Il faut reconnaître que la France insoumise a voté contre. Mais j'ai été le seul à voter contre. Le RN et Ciotti se sont abstenus. Donc ça veut dire les dégâts de la propagande chez des gens qui devraient nous défendre. Et je suis le seul candidat à la présidentielle qui veut sortir de l'OTAN aujourd'hui. Donc, c'est clair, net, précis. Donc, il y a un moment, mais si je vais être très franc, Nicolas Vidal, si j'ai décidé de me représenter, c'est parce que l'opposition s'est évanouie. Sinon, moi, je n'avais pas vocation à me représenter. Alors là, je vais vous dire, c'est qu'une source d'emmerdement. Mais moi, je me présente parce que je veux un choc démocratique de démocratie directe, le RIC, et je veux un choc indépendantiste. Et que s'il n'y a pas ça, et j'ai retrouvé d'ailleurs une phrase du général de Gaulle très intéressante, il faudra la retrouver dans les détails, mais qui dit que la démocratie et la souveraineté sont les deux faces d'une même médaille.
Et qu'aujourd'hui, on n'est plus démocrate parce qu'on n'est plus souverain. Et voilà, on n'est plus souverain parce qu'il n'y a plus de démocratie. Les deux vont ensemble, d'ailleurs. Mais C'est terrible ce qui se passe. ouais, Terrible. dans les Donc, il faut se battre. ouais, Il vous faut pas avez lâcher. donc annoncé votre candidature à la présidentielle 2027. J'ai envie de dire qu'à vu l'effondrement du pays sur tous les plans, on a encore vu cette semaine cette tentative d'enlèvement dans Paris d'une jeune fille dont son père est PDG d'une société de crypto. À Bordeaux, au tribunal de Bordeaux, une bataille rangée. Enfin, on quand même les plus, j'ai envie de dire, même les plus naïfs ou les plus béats, manifestement, ne peuvent que nous concéder à la réalité que ça devient absolument insupportable. J'ai envie de dire, face à cet effondrement total de la France, est-ce qu'on peut espérer, est-ce que nos amis qui nous regardent aujourd'hui peuvent espérer une motion de censure, au minimum une motion de censure d'à peu près tous les bords, du moins entre la LFI et le RN, pour faire tomber Macron? Et est-ce qu'on pourrait imaginer une présidentielle anticipée? Est-ce que Macron peut tenir comme ça encore très longtemps? C'est la question que je vais vous poser. Mais écoutez, Macron tient parce que les forces politiques ne veulent pas le voir tomber. C'est tout. Parce que moi, j'avais proposé, dès que Barnier a été censuré, que dans l'instant, on censure Bayrou. Il fallait le censurer tout de suite, puisque c'était la même chose. Et là, le RN nous a expliqué que non, il ne fallait pas. Bon, alors. Après, le RN a trouvé toujours des prétextes pour rien faire. Et c'est pourquoi moi je me présente. C'est parce que le Rassemblement national est perdu aujourd'hui. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils habitent. Et je ne le dis pas méchamment parce qu'il y a des gens très bien là-bas. Et moi je sais, parce qu'il y a des députés qui me parlent, qu'ils sont inquiets. Ils ne comprennent pas. Alors, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent, parce qu'il y a toujours une raison et il faut essayer de la comprendre, ils se disent on va gagner de toute façon, quoi qu'il arrive. Mécaniquement, on va gagner les images de Bordeaux, les images de l'enlèvement. Mécaniquement, on va gagner. Donc, ne disons surtout rien pour ne pas perdre des voix. Moi, je pense l'inverse. Je pense que, bien sûr, il ne s'agit pas de se diaboliser. Et il y a une dédiabolisation de Marine Le Pen qui a été positive, et je lui ai toujours dit, et je l'ai soutenu pour ça. Bon. Donc, moi, je suis loyal. Dans les grands moments, j'ai toujours été loyal. En revanche, je ne suis pas un pigeon. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas tromper les Français. Et j'ai l'impression un peu d'être Philippe Séguin en 94, vous n'étiez pas né, quand j'étais plus jeune. Quand même. Bon, non mais en 94. J'étais trop jeune pour prendre la mesure de ce qui se passait, ça c'est sûr. En 94, j'ai commencé ma vie politique et j'étais très ami avec Philippe Séguin, et il était malheureux comme la pierre, alors que Chirac, l'un des siens, allait gagner. Et il me disait, Nicolas, vous allez voir, il va tout abandonner une fois élu. Et il y a même un meeting de Chirac où Séguin a refusé d'aller pendant la campagne. Ça a fait un scandale. Parce qu'il sentait que Chirac abandonnait tout, l'un après l'autre. Tous les sujets. Pour être élu, pour chercher les voix centristes. Bon. Et j'ai parfois l'impression de revivre ça avec le Rassemblement national. Je ne sais pas qui ce sera, si ce sera Marine Le Pen ou Bardella. J'ai l'impression de revivre ça. Et moi, la différence de Séguin, parce que j'ai vu Séguin se consumer de l'intérieur, et j'ai vu Séguin ne rien faire, parce qu'il ne voulait pas gêner Chirac. Moi, j'ai décidé d'être candidat parce que j'estime que plus il y aura de voix sur ma candidature, plus on aura l'assurance que la souveraineté sera défendue. Et que je ne veux pas voir ceux qui sont censés défendre la souveraineté et la démocratie tout abandonner, plus on se rapproche de l'élection, parce que s'ils abandonnent avant l'élection, qu'est-ce que ça sera s'ils sont élus? Et s'il n'y a pas le plus de voix possible derrière ma candidature, le plus de soutien possible des souverainistes, des patriotes, eh bien, soit ce sera la défaite, parce que moi je crois, à la différence de Marine Le Pen et de Bardella, qu'on ne gagne jamais à épouser les thèses de ses adversaires et à céder à la pression ambiante. Et l'élection de Trump, d'ailleurs, montre bien montre bien, alors je ne dis pas d'imiter Trump, on n'est pas Trump, les Américains, moi je ne suis pas un fan, c'est pas ma culture et tout, mais ce que je veux dire, c'est que autant c'est évident qu'il ne faut pas être derrière Trump stupidement, parce qu'on est français, on n'est pas américain, mais en revanche, il y a des leçons à tirer de la victoire de Trump qui sont intéressantes. C'est que dans une période de crise, les gens attendent une clarté. Une clarté. Ils attendent de savoir où on va. Et donc, je ne comprends pas la stratégie du RN qui risque de l'amener à la défaite une fois de plus. Voilà pourquoi il faut d'urgence une alternative. Et dernier point,
Je sais que c'est un débat chez les souverainistes et les patriotes. J'aimerais tellement, je pense que nos électeurs attendent une union. Philippe Murer a lancé un appel à créer un parti unique, Debout la France, UPR, Patriotes. Mm. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas par le parti parce qu'ils ne veulent pas. Donc, on n'y arrivera pas. En revanche, qu'il y ait une coalition électorale et qu'on ait un cap indépendantiste pour l'indépendance de la France, avec des modalités différentes. Moi, j'ai une modalité différente. Je pense qu'avant le Frexit, qu'il faut garder, je veux essayer une renégociation des traités, faire la grève du paiement, 1 an de moratoire, on n'applique plus rien au niveau européen, on se met à la table et on essaye de faire sortir d'autres pays avec nous. C'est ma ligne. Oui. Mais je n'exclus pas la ligne du Frexit de Florian Philippot et de l'UPR. Je dis simplement, pour convaincre les Français de nous élire, proposons-leur un processus en 2 temps. D'abord, on essaye de tout remettre à plat avec ceux qui veulent. Si on n'y arrive pas, on fait le Frexit. Mais on fait un référendum de toute façon. Donc il y aura toujours un référendum. Moi, je me battrai pour un référendum. Mais ça, ce sont des nuances. C'est des méthodologies, c'est des chemins. L'important, c'est quoi? On veut une France indépendante. Politiquement, militairement, économiquement. On veut une France démocratique. On veut le RIC. On veut des référendums. Et on devrait être capable d'avoir une plateforme commune de tous les amoureux de la France, de tous les souverainistes là-dessus. Et c'est ce que je veux essayer de faire pendant l'année qui vient. Je sais que certains disent que c'est perdu d'avance, mais moi, je suis beaucoup plus âgé que Florian Philippot, donc il n'a rien à craindre, je ne vais pas m'appesantir, je ne vais pas m'incruster, le temps fera son œuvre, et je pense que nous devrions beaucoup plus nous entendre, avec nos nuances, avec nos caractères différents. Lui fait plus de manifs, moi je travaille autrement, chacun à sa façon, c'est une richesse. Or, je mets en garde, il y a une tendance chez les souverainistes à se diviser en chapelles. Plus souverainiste que moi, tu meurs. C'est une aberration. C'est une aberration. Voilà. Et en plus, Nicolas Dupont-Aignan là-dessus, c'est intéressant. On a parlé du RN, vous l'avez dit, on a l'impression que plus ils s'approchent du pouvoir, plus ils dansent le lambada, manifestement. Et ils sont plus sur les plateaux télé que dans les hémicycles, parce que ça aussi, ça pose un vrai problème. Et puis après, il y a Bruno Retailleau. Et j'ai l'impression, je sais pas, mais que Bruno Retailleau est en train de se griller politiquement. Peut-être que j'exagère, mais je ne comprends pas trop la stratégie de Bruno Retailleau, qui est poussée quand même par certains médias de droite, en disant que ça sera lui, probablement en 2027, s'il remporte la candidature, la présidence des Républicains, eh ben, il pourra à un moment donné récupérer la timbale. Là aussi, Bruno Retailleau, je me permets de ne pas comprendre en tant qu'éditorialiste politique quelle est sa stratégie aujourd'hui, hein, vu l'état de la France et son poste à Beauvau. Hein. Alors moi, je vais vous dire, je le dis très clairement, Bruno Retailleau est un type bien, au sens, pour le coup, c'est un type qui a une culture historique, qui est cultivé, qui est intelligent. Ben oui, mais il n'y en a pas tant que ça entre nous. Hein. Oui. Bon, non mais excusez-moi, je suis désolé. Et tous les Français s'en aperçoivent, ils ne sont pas idiots. Bon, maintenant, Bruno Retailleau, il est face à son destin. Il a voulu être ministre pour se faire de la notoriété qu'il n'avait pas. Bon, c'est fait. Je pense que c'est fait. Les Français ont vu qui il était, et que c'était un type bien, qui avait une certaine lucidité. Maintenant, plus il reste dans ce gouvernement, plus il prouve une incohérence politique majeure. Parce que je ne comprends toujours pas comment on peut être dans ce gouvernement et prôner une autre politique. Bon, ça, j'ai toujours pas compris. Donc, moi, je l'ai dit, soit Bruno Retailleau sera absorbé par les sables mouvants de la compromission, parce qu'il n'aura pas eu le courage de partir, soit il aura rendez-vous avec son destin en claquant la porte rapidement. Nous verrons. Je ne peux pas vous dire ce qu'il fera, je ne suis pas à sa place. Mais sur la question algérienne, par exemple. Mais moi, je maintiens que tant, et je l'ai fait le geste en 2017, tant qu'il n'y aura pas une alliance qui va de Bruno Retailleau à Bardella, Marion Maréchal, moi et d'autres, Philippot et d'autres, tant qu'il n'y aura pas ce kaléidoscope des amoureux de la France qui ont plus à partager qu'à se séparer, les Français, au dernier moment, choisiront l'extrême centre, c'est-à-dire le néant, le vide et la catastrophe pour le pays. Voilà pourquoi je pense que chacun doit faire ce qu'il peut dans son domaine. Moi, je suis souverainiste, indépendantiste, démocrate. Je suis candidat de la souveraineté. Si déjà on peut rassembler, si déjà
On n'est qu'en 2025. Malheureusement, il n'y aura pas de destitution parce qu'ils ne veulent pas la voter. Moi, j'ai fait une pétition pour une présidentielle anticipée sur le site de Debout la France. 500 000 personnes ont consulté. On est à près de 100 000 signatures, c'est beaucoup quand même. Donc, ça veut dire que les gens en ont marre de Macron, ils veulent qu'il dégage. Pourquoi la classe politique ne le veut pas? Incompréhensible. Moi, je le veux, mais moi, je ne peux pas. Donc, voilà. Bon. Donc, en attendant, je pense que la première étape qu'on a à tous faire, c'est l'union des souverainistes. Je sors un bouquin au mois de septembre où je donnerai le mode d'emploi de la libération de la France. Après, je supplie François Asselineau, je supplie Florian Philippot, je supplie les autres, là, enfin bref, tous ceux qui participent dans tous les sens, à un moment de se dire, c'est toujours mieux d'avoir un candidat souverainiste, parce que j'ai les signatures, ils les ont pas, c'est pas de ma faute, c'est ma chance, je les ai. C'est quand même mieux d'avoir un candidat souverainiste, même si il n'est pas exactement comme on voudrait qu'il soit, de dépasser les 5%, d'atteindre les 10%. Je suis convaincu qu'on peut faire plus de 10% demain matin. Et puis, il peut y avoir une percée, il peut se passer quelque chose. Mais en attendant déjà, est-ce qu'on ne peut pas fédérer pour la première fois un pôle souverainiste, indépendantiste, qui dépasse les 10%? Ça serait formidable déjà. Et puis moi, je pense qu'il peut y avoir un instant historique. Mais aujourd'hui, il n'y est pas. Je suis tout à fait lucide. Et moi, je suis à 4% dans les sondages. Voilà. Il y a eu des sondages très précis. 19% des Français veulent ma candidature, c'est quand même pas mal. 19. Et il y a 4% des gens qui disent voter pour moi. J'ai besoin de l'union des souverainistes, des patriotes, pour qu'on franchisse la barre des 5. Si on franchit la barre des 5, les télévisions seront obligées de nous inviter, alors qu'aujourd'hui, ils ne nous invitent pas. Et Philippot, les autres auront la parole, il n'y a pas que moi, on s'en fout. Ils ne comprennent pas, chacun dans leur petite chapelle. Et puis la fois d'après, ça sera un autre qui sera candidat. Je ne vais pas être candidat jusqu'à 70 ans. Donc voilà, c'est très important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je demande de l'aide des souverainistes. Parce que si les souverainistes ne sont pas capables de s'unir, bon, bah basta. Les Français, j'ai vu une dame dans la rue hier, elle me dit, mais vous n'êtes pas capables tous de vous parler, de vous entraider? Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas le même. En tout cas, ce que je peux vous dire qu'avec mes conférences sur mon bouquin, et j'ai plusieurs mouvements politiques, on me pose toujours la question, Nicolas Dupont-Aignan. C'est quand est-ce qu'ils vont s'allier? C'est une question qui revient en permanence. Tout le monde me la pose, du moins dans mes conférences, et c'est vrai que c'est une question. Je leur dis, je les renvoie à vous, je les renvoie à Florian Philippot. Mais moi, je vous le dis, c'est absurde. Ils ont la chance, entre guillemets, et je dis pas ça prétentieusement, j'en ai rien à faire. Ils ont la chance d'avoir un mec qui a eu 3 présidentielles, qui a les signatures de maire. C'est tellement dur à avoir. Ils ont la chance qu'il y ait 19% des Français qui veulent que je sois candidat. Ben, qu'on m'aide, au lieu de me tirer dans les pattes. Ah, gna gna, il n'est pas assez souverainiste. Ah, il n'est pas assez ceci. Ah, il a dit ça il y a telle année. Mais on s'en fout. On fonce ensemble. On fait un pack de rugby. On fait une mêlée de rugby. Les Français veulent voir Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, Onfray et d'autres faire le pack de rugby. Et je vais vous dire que si on faisait ça, il y aurait des députés du RN qui viendraient. Parce qu'ils n'en peuvent plus aussi. Oui, donc, c'est vrai que oui. Mais attendez, ne sous-estimez pas la colère des adhérents du RN qui n'en peuvent plus. Ne sous-estimez pas aussi les LR, des LR qui n'ont pas du tout envie de continuer avec Wauquiez. Ne sous-estimez pas la gauche, des gens de gauche républicaine qui ont envie qu'il y ait un candidat qui incarne la souveraineté, et puis on met de côté les différences, on s'en fout. Vous croyez qu'il n'y a pas de différence entre Mélenchon et Attal quand ils font alliance? Oui, si. Il y en a quelques-unes. En tout cas, l'appel est passé, Nicolas Dupont-Aignan, sur le Toxin. L'appel aux souverainistes, bien entendu. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, à mon avis, ça va s'accélérer forcément parce que, vu la situation du pays, je pense qu'à un moment donné, il va y quand même avoir des plaques tectoniques qui vont rentrer en conflit. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'être venu ce matin sur Toxin pour cet entretien. Merci beaucoup. Vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bon vent. À très vite. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine,
sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.